On a tous en tête cette image d'une cellule, mais à l'intérieur, c'est tout un univers. Un monde invisible, rempli de minuscules machines qui travaillent sans arrêt. Alors comment fait-on pour voir ça, pour observer ce qui se passe à cette échelle? C'est le défi incroyable qu'on va décortiquer ensemble. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Comment les scientifiques arrivent-ils à regarder ce balai microscopique en direct au cœur même de la vie? C'est parti pour un voyage au cœur de l'infiniment petit. Pour commencer, la toute première étape de ce voyage, ça a été une idée à la fois toute simple et absolument géniale. Pour voir quelque chose dans le noir, il faut de la lumière, mais dans une cellule, comment on fait? Eh bien, on va faire en sorte que les choses qu'on veut observer brillent d'elles-mêmes. Ce super pouvoir, ça s'appelle la fluorescence. C'est un peu comme un surligneur magique, vous savez. On éclaire une molécule avec une certaine lumière, et hop, elle nous répond en émettant une lumière d'une autre couleur. C'est la clé qui a tout déverrouillé, qui a permis aux scientifiques de mettre un projecteur sur des acteurs bien précis du spectacle cellulaire. D'accord, mais comment on fait pour attacher cette petite lanterne fluorescente? C'est là qu'intervient le génie génétique. En gros, les scientifiques prennent le mode d'emploi génétique d'une protéine qui brille toute seule, ils le collent au mode d'emploi de la protéine qu'ils veulent espionner, et ils insèrent ce nouveau plan dans une cellule. Et la cellule, elle est super obéissante. Elle se met à fabriquer la protéine qu'on voulait voir, mais cette fois, avec sa propre source de lumière intégrée. Et la grande star de cette histoire, c'est une protéine qui vient d'une méduse. On l'appelle la protéine fluorescente verte, ou GFP. Elle a été isolée en 1961, et il a fallu du temps pour qu'on comprenne tout son potentiel. Mais sa découverte a été tellement révolutionnaire qu'elle a valu un prix Nobel en 2008. Elle a littéralement changé la donne pour la biologie moderne. Donc ça y est, les cellules brillent, les biologistes ont leur petite lanterne, on pourrait croire que c'est gagné. Sauf que non. Ils se sont très vite heurtés à un mur complètement invisible, imposé par les lois de la physique, qui transformait leur belle vision en une sorte de brouillard super frustrant. Ce mur, il a un nom, la limite de diffraction, et il a une taille environ 200 nanomètres. C'est une barrière physique. En dessous de cette échelle, à cause de la nature même de la lumière, deux points trop proches vont se superposer, fusionner, pour n'apparaître que comme une seule grosse tache floue. Impossible de les distinguer. Et c'est là tout le problème. Avec un microscope classique, on voit la cellule, on voit son noyau, c'est déjà pas mal. Mais pour vraiment comprendre comment ça marche, il faut voir les ouvriers, les machines moléculaires, bref, les protéines au travail. Le souci, elles font souvent dans les 10 nanomètres. C'est 20 fois plus petit que cette fameuse limite de 200. C'est un peu comme essayer de lire un livre en ne voyant que les paragraphes, sans jamais pouvoir distinguer les lettres qui les composent. Alors comment on fait pour franchir ce mur? La solution, elle est venue d'un endroit assez inattendu. Pas en fabriquant de meilleurs objectifs, non, mais en comprenant le flux lui-même, grâce aux mathématiques. Parce que figurez-vous que ce flou, il n'est pas du tout aléatoire. En fait, il est parfaitement prévisible. Chaque microscope, absolument chaque microscope, a ce qu'on appelle une fonction d'étalement du point, ou PSF en abrégé. C'est sa signature, si on veut. C'est sa façon bien à lui de transformer un point de lumière parfait en une petite tache floue. C'est son empreinte digitale floue, et cette empreinte, elle ne change pas. Pour que ce soit bien clair, on va suivre le trajet de la lumière. Au départ, on a l'objet réel. C'est la structure qu'on veut voir dans la cellule, parfaitement nette et précise. Ensuite, le microscope entre en scène. Il ne fait pas que grossir l'image, il applique sur chaque petit point de lumière de l'objet sa fameuse empreinte digitale floue, sa PSF. Et voilà ce qu'on obtient à la fin, ce qu'on observe à l'oculaire, une version floue de la réalité. Chaque point de l'image originale a été étalé et s'est un peu mélangé avec ses voisins. En maths, on appelle ça une convolution. Ok, donc maintenant on a compris. Le flou, ce n'est pas un accident, c'est une opération mathématique bien précise. Du coup, une question se pose, et elle est cruciale. Si les maths créent le problème, est-ce qu'elles ne pourraient pas aussi être la solution? Et c'est là que les ordinateurs vont tout changer. C'est vraiment la question qui a marqué un tournant. Et la réponse, heureusement, est un grand oui. Un oui qui a ouvert la porte à une véritable révolution en imagerie. Le remède, le voilà, ça s'appelle la déconvolution. C'est un algorithme, un programme informatique qui va prendre l'image floue, qui connaît l'empreinte digitale du microscope et qui va simplement faire le calcul inverse pour deviner à quoi ressemblait l'objet d'origine avant d'être flouté. Et le résultat est juste spectaculaire. D'un côté, on a l'image floue où tout est mélangé, et de l'autre, après le passage de l'algorithme, tout devient clair. Il a nettoyé le flou, et d'un coup, les structures individuelles réapparaissent. On peut enfin distinguer les lettres et plus seulement les paragraphes. Mais attention, corriger le flou, ce n'était qu'un début. La nouvelle question, c'était « et si, au lieu de nettoyer le flou après coup, on pouvait l'empêcher de se former ?» C'est comme ça que les scientifiques ont développé des techniques juste incroyables qui ne se contentent plus de contourner la limite de la diffraction, elles la pulvérisent.
Ce sont des techniques avec des noms un peu barbares, je vous l'accorde. STED, Palm, Storm. L'astuce, en gros, c'est qu'au lieu de tout allumer en même temps et de créer un gros flou, on va jouer à allumer et éteindre les molécules une par une ou par tout petits groupes. Ça permet de calculer leur position exacte avec une précision folle, bien en dessous de la fameuse limite des 200 nanomètres. Et un peu comme pour la GFT, cette nouvelle frontière repoussée a été saluée par un prix Nobel, en 2014 cette fois. C'est la reconnaissance que l'ingéniosité humaine, armée de lasers et d'algorithmes, a réussi à contourner une barrière qu'on pensait infranchissable. Tout ça est parfaitement résumé par la chercheuse Laure Blanc-Ferraud qui dit « Les biologistes ont besoin des scientifiques des données pour mener leurs études. » C'est limpide, non ? Ça montre bien que les plus grandes découvertes aujourd'hui se font au carrefour des disciplines, quand les biologistes, les physiciens et les informaticiens décident de travailler main dans la main. Finalement, en faisant briller les molécules et en déjouant les lois de l'optique avec des maths, on commence à peine à déchiffrer le langage secret de la vie. La vraie question maintenant, c'est quels secrets incroyables vont bien pouvoir nous être révélés maintenant qu'on a enfin appris à voir ?